Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une victoire claire pour Donald Trump aux États-Unis. L'ancien président américain remporte la présidentielle. Son parti, les Républicains, retrouve aussi la majorité au Sénat. La démocrate Kamala Harris est battue. En réaction à sa victoire, Donald Trump, 78 ans, promet, je cite, un nouvel âge d'or aux États-Unis. 45e président américain, il devient donc aussi le 47e président élu. L'homme d'affaires prendra ses fonctions à la Maison-Blanche le 20 janvier. Dans Code Source aujourd'hui, on analyse ce résultat et on résume les tout derniers jours de la campagne électorale américaine avec Charles Saint-Sauveur, chef du service Monde du Parisien, et Mathieu Gallard, spécialiste des États-Unis, directeur d'études à l'Institut de sondage Ipsos. Thank you very much. Wow. 8h30 le mercredi 6 novembre, c'est la nuit en Floride, il est 2h30 quand Donald Trump monte à la tribune dans son QG de campagne de Palm Beach. Il arrive sur la scène du Convention Center avec toute sa famille, un peu sur papier glacé, évidemment une marée de casquettes rouges face à lui, qui l'acclame USA, USA. Et il commence un discours, alors avec un ton un peu différent de celui qu'il a employé pendant la campagne. On s'était habitué à un ton rugissant, virulent, presque vulgaire. Et là, il a des mots enthousiastes, plutôt solaires. Il revendique une victoire politique jamais vue. Nous avons surmonté tous les obstacles. Nous avons écrit l'histoire. We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. Look what happened. Is this crazy? Il est vraiment dans cette espèce d'enthousiasme du moment, avec une foule évidemment qui l'acclame. Et évidemment, très vite, il repart sur ses messages phares, c'est-à-dire nous allons réparer le pays. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country and make America great again. Et après avoir dit qu'il allait rendre l'Amérique à sa grandeur, il repart dans une sorte de tunnel, comme ça, un petit peu incompréhensible, où il parle de la beauté intérieure, extérieure de sa femme. My beautiful wife, Melania, First Lady. Il parle de sa belle-mère. And we miss very much Melania's mother, Amalia. We miss Amalia, don't we, huh? Enfin, de tas de choses comme ça qui n'ont pas grand-chose à voir avec le discours historique du moment, mais c'est Trump. Charles Saint-Sauveur, avant de revenir sur le résultat de cette élection, on va rapidement raconter les derniers jours de la campagne présidentielle américaine. À la fin du mois d'octobre, à 10 jours environ du scrutin, la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump sont très proches dans les sondages. Ah oui, très très proche, absolument impossible pour les sondeurs de les distinguer. C'est dans un mouchoir de poche et ça fait des semaines que ça dure. Les votes sont très très sédimentés. Tout se joue en gros dans 7 États clés. Ceux qui sont indécis, dont on ne sait pas s'ils vont basculer côté Kamala Harris ou côté Donald Trump. Tout se joue dans les marges d'erreur. Avec ce duel entre l'ancien président Donald Trump et l'actuelle vice-présidente Kamala Harris, les Américains ont le choix entre deux projets de société radicalement opposés. Ça fait quand même des années qu'il y a un fossé qui se creuse de plus en plus entre démocrates et républicains, surtout depuis l'arrivée de Donald Trump sur la scène politique. Mais là, cette année, c'est absolument flagrant sur les deux projets de société. Ils sont diamétralement différents sur l'avortement, très clairement, sur l'économie aussi, puisque Donald Trump veut faire baisser les charges des plus riches, alors que Kamala Harris a plutôt l'intention de réduire les impôts des classes moyennes. Sur l'immigration aussi, de grosses différences. C'est aussi deux visions du monde qui s'opposent. Rien que sur l'Ukraine, par exemple, Donald Trump a annoncé qu'il mettrait très très vite fin à la guerre. En une journée, a-t-il dit, alors que Kamala Harris, elle se positionne du côté de Kiev. Et enfin, et c'est ce qui compte vraiment dans une élection américaine, ce sont deux styles. Les Américains ne votent pas vraiment pour un programme, ils votent pour des personnalités. Pour le Commander-in-Chief, c'est-à-dire le commandant suprême, celui qui va diriger la nation, l'incarner. Et de ce point de vue-là, on a deux styles complètement opposés, puisque Donald Trump, lui, c'est le chantre de l'Amérique du passé, une Amérique qu'il veut restaurer, alors que Kamala Harris, elle est plutôt dans un message positif, de porteuse d'espoir, de lendemain, on va dire, qui chante. Et ils utilisent tous les deux des slogans très simples, très clairs, pour marquer les esprits. Par exemple, Donald Trump, là récemment, le martèle,
Kamala broke it, I will fix it. C'est-à-dire, Kamala a cassé le pays, je vais le réparer. C'est un petit peu le mantra de Trump de raconter une Amérique qui a été détruite, noyée sous Biden et qui veut remettre sur des rails, qui veut renflouer. Ça, c'est vraiment le chantre du Make America Great Again, qui est initialement un slogan de Ronald Reagan et qu'il a repris à son compte en 2016, avec lequel il a gagné et qu'il ne lâche pas, face à une Kamala qui, elle, au contraire, lui répond We are not going back. On ne revient pas en arrière, qui n'est pas du tout dans la même veine nostalgique, qui est plutôt quelque chose qui est porté sur l'avenir. Qui, Donald Trump d'un côté et Kamala Harris de l'autre, doivent convaincre pour remporter la victoire? Alors, ce qui est frappant dans cette élection, c'est qu'il y a très peu d'indécis. Il y a très peu d'indécis à aller convaincre, à aller chercher. On le voit dans les sondages. Les camps sont très, très fossilisés. C'est un signe inquiétant aussi parce que quand dans une démocratie, quand un candidat n'a plus vraiment à convaincre le camp d'en face ou à le séduire ou à tenter d'en séduire une partie, c'est vraiment le signe que ça ne va pas très, très bien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de galvaniser leur base, de la mobiliser parce que ce qui va compter, c'est de mobiliser ces troupes, de les appeler à voter. Chaque voix doit compter. On se souvient qu'en 2000, lors du duel entre Al Gore et George Bush, ce dernier l'avait emporté en Floride avec 537 voix d'écart. Ça s'était joué à 537 voix sur un pays de plus de 220 millions de votants. Il y a un autre enjeu important en parallèle de l'élection présidentielle, c'est le scrutin qui se déroule le même jour pour renouveler une partie du Sénat. Oui, alors les États-Unis ont ça de particulier qu'il y a un pouvoir exécutif très fort, celui qui appartient au président, à la Maison-Blanche, et il y a aussi un pouvoir législatif très important, avec deux chambres, une haute, une basse, le Sénat et la Chambre des représentants, qui détiennent beaucoup de pouvoir. Les députés ou les congressmen, comme on dit, peuvent vraiment compliquer la tâche du président s'ils ne sont pas du même bord. Il y a un tiers du Sénat qui est renouvelé aujourd'hui. Quant à la Chambre des représentants, là, elle est renouvelée en totalité. Donc c'est une élection un peu qui en cache une autre, mais qui sera vraiment très décisive. Le jeudi 24 octobre, sur la chaîne CNN, Kamala Harris affirme que son concurrent Donald Trump est un fasciste. It is clear from John Kelly's words that Donald Trump is someone who, I quote, certainly falls into the general definition of fascist. Pourquoi elle dit ça? Alors, ce qui allume la mèche, c'est une interview 2 jours plus tôt dans le New York Times où son ancien chef de cabinet, John Kelly, c'est un général, raconte ce que lui a rapporté Trump, le président Trump, en privé, lors d'une conversation. En gros, ce que dit le président, c'est « J'ai besoin du genre de généraux qu'avait Hitler, des gens qui lui étaient totalement loyaux et qui suivaient ses ordres. » Voilà, cette phrase, évidemment, fait polémique. Les démocrates s'en saisissent aussitôt. Pour Kamala Harris, le traité de fasciste, c'est aussi le moyen de faire peur aux électeurs qui sont là-bas très attachés aux valeurs de la démocratie, très attachés à ce que peut représenter l'Amérique, la plus vieille démocratie du monde, aux valeurs de liberté, que Trump, selon elle, pourrait menacer. Dans les jours qui suivent, la candidate démocrate organise une série de meetings dans les swing states, les États clés qui peuvent faire basculer l'élection, le Michigan ou la Pennsylvanie notamment. Dans ces meetings, de nombreuses stars lui apportent leur soutien. C'est une grande tradition chez les démocrates d'essayer de mobiliser les stars, celles qui peuvent, par leur voix, influencer les électeurs. Alors, ce n'est pas tellement les influencer à voter pour Kamala Harris que de les influencer à voter tout court, c'est-à-dire de les amener vers l'isoloir, vers le bureau de vote. Là, en l'occurrence, évidemment, Taylor Swift a beaucoup compté en septembre quand elle a dit qu'elle voterait Kamala Harris, puisque c'est la méga pop star du moment. Il y a eu d'autres soutiens de poids, comme Beyoncé, la chanteuse originaire de Houston, lors du grand meeting de Kamala Harris dans cette ville texane, la plus grande ville texane, mais aussi Jennifer Lopez à Las Vegas, et puis plein d'autres stars qui ont apporté leur soutien à la candidate démocrate sur les réseaux sociaux. On pense à Stevie Wonder, à Madonna, Billie Eilish, Eminem et évidemment l'incontournable Bruce Springsteen. Thank you, everybody. Thank you. Le dimanche 27 octobre, Donald Trump est en meeting au Madison Square Garden à New York. Parmi ses soutiens à la tribune, Elon Musk, le patron de X et de Tesla notamment, ou encore l'épouse du candidat Melania Trump. Charles de Saint-Sauveur, ce meeting déclenche une polémique. Le Madison Square Garden, c'est le grand meeting de Trump à New York, donc chez lui, mais dans un bastion démocrate. Et là, vraiment, c'est le grand show, où il y a une succession pendant plus de 3 heures de personnalités au pupitre. Alors, il y a Elon Musk qu'on voit bondir comme un cabri. The greatest capitalist in the history of the United States of America, Elon Musk. Le candidat complotiste Robert Francis Kennedy Jr., qui est le neveu de John, de l'ancien président, ou le catcheur Hulk Hogan, vous savez, celui qui déchire sa chemise. Mais ce qui fait vraiment polémique ce soir-là,
c'est l'intervention d'un humoriste pas très connu, qui s'appelle Tony Hinchcliffe, et qui compare Porto Rico, qui est un territoire américain des Caraïbes, donc, à une île flottante d'ordures au milieu de l'océan. There's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico. Et ça déclenche une énorme polémique. 2 jours plus tard, le mardi 29 octobre, une vidéo du président sortant, le démocrate Joe Biden, est publiée. Joe Biden, 81 ans, qui s'était désisté cet été au profit de Kamala Harris. Charles de Saint-Sauveur, que dit Joe Biden ? Alors ce qu'il dit Joe Biden, c'est que les seules ordures que je vois flottant autour d'ici, ce sont les partisans. The only garbage I see floating out there is his supporters. Les partisans de Donald Trump. Et là, évidemment, c'est la bourde. Alors, Joe Biden en est coutumier. Il est obligé de faire très, très rapidement machine arrière. Les républicains s'en saisissent pour dire « Regardez ce mépris de classe. Voyez à quoi tous les électeurs républicains sont comparés. Des ordures. » Ils réussissent à inverser un tout petit peu la polémique. Et cette phrase polémique de Joe Biden, elle en rappelle une autre dans l'histoire politique américaine. Oui, tout à fait. En 2016, Hillary Clinton traite les partisans de Trump en fin de campagne de deplorables, c'est-à-dire de pitoyables. Alors ça, c'est vraiment une maladresse qui va lui coûter énormément, peut-être même l'élection présidentielle, parce que là, le procès en mépris de classe, les républicains vont s'en saisir, et c'est très très mal passé dans l'opinion. Charles de Saint-Sauveur, dans les tout derniers jours de campagne, Kamala Harris et Donald Trump s'affrontent par meeting interposé, notamment au sujet des droits des femmes. L'avortement, c'est vraiment la bataille des batailles, c'est-à-dire celle où les candidats sont le plus diamétralement antagonistes. Pour Kamala Harris, c'est vraiment le thème crucial, celui où elle a une vraie légitimité parce que pendant 4 ans de vice-présidente, elle a vraiment écumé le terrain américain pour essayer de défendre le droit à l'avortement. Et là, elle a décidé de le rétablir. Sachez que depuis 2 ans, il est contesté dans une vingtaine d'États, restreint ou carrément interdit. Et elle a promis de le restaurer. À l'inverse, Trump, lui, est beaucoup plus flou, puisqu'il a dit effectivement qu'il renverrait cette décision à chaque État. Et donc vraiment, ces sujets comptent beaucoup dans la dernière ligne droite. Ils comptent énormément parce que Kamala Harris essaye de mobiliser le plus possible les femmes. Les femmes, elles avaient fait la différence lors des midterm élections, c'est-à-dire c'était des élections de mi-mandat en 2022, qu'on annonçait complètement perdues pour les démocrates. Et il y a eu un sursaut inespéré, complètement inattendu. Et ce sursaut, la seule explication qu'on trouve aujourd'hui, c'est la mobilisation des femmes, notamment les jeunes femmes. Kamala Harris compte sur elle, et on voit d'ailleurs dans cette élection qu'elle est très genrée. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 60% des hommes qui votent Trump et 60% des femmes qui votent Kamala Harris. C'est une vraie bataille des sexes, cette élection. Voilà, on redonne ce dernier chiffre qui est maintenant, depuis une demi-heure, Donald Trump, 247 grands électeurs. Le mercredi 6 novembre, au petit matin heure française, la tendance est claire. Donald Trump est en tête. Quand les résultats s'affichent, état par état, la carte des États-Unis se colorie surtout en rouge et non pas en bleu. Le rouge, couleur du Parti républicain. Donald Trump est donné gagnant dans les États clés de la Caroline du Nord, de la Géorgie, puis de la Pennsylvanie. Kamala Harris fait le choix de ne pas prendre la parole tout de suite. Et à 8h30, heure de Paris, 2h30 en Floride, donc en pleine nuit, à son QG de campagne de Palm Beach, comme on le disait au début de cet épisode de Code Source, Donald Trump remercie ses électeurs pour cette victoire. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. Mathieu Gallard, vous êtes directeur d'études chez Ipsos, l'institut de sondage. Vous venez de publier un livre sur les États-Unis au bord de la guerre civile, point d'interrogation. Alors, qui a voté pour Donald Trump dans cette élection ? Alors, en termes sociodémographiques, on peut dire que l'Amérique qui a voté en faveur de Trump, c'est une Amérique clairement blanche. On l'a dit pendant la campagne, les minorités, les Afro-Américains, les Hispaniques ont un peu plus voté en faveur de Trump, c'est notamment le cas des Hispaniques, mais ils restent majoritairement en faveur des démocrates. En termes sociaux, c'est très hétérogène en fait. Il y a effectivement dans les catégories populaires, dans les classes moyennes, mais aussi dans les classes aisées, des proportions assez similaires qui votent en faveur de Donald Trump. Donc c'est pas tant là-dessus que ça se joue qu'on le pense. Et puis en termes territoriaux, il y a des écarts en revanche qui sont
énorme évidemment entre le vote des grandes villes, très très démocrate, le vote des banlieues, des grandes agglomérations, qui tend à voter un petit peu plus démocrate. Mais ce qui a fait la victoire de Donald Trump, c'est sa progression dans les zones rurales qu'il avait déjà plébiscitées en 2016, encore plus en 2020, et cette année, il y progresse encore une fois. On atteint dans certains endroits, dans certains États ruraux, la Virginie occidentale, le Kentucky, l'Indiana, des scores qui sont vraiment extrêmement impressionnant en faveur du républicain. Il a fait le plein chez ses partisans ? Globalement, effectivement, chez les électeurs qui traditionnellement votent républicain, quasiment aucune voix ne lui a échappé. Et c'est vrai qu'on voit que la campagne de Kamala Harris, qui en partie cherchait à tenter de récupérer un électorat modéré en mettant en avant des figures justement comme l'ancien vice-président Dick Cheney, sa fille Liz Cheney, députée du Wyoming. Tout ça finalement ne lui a pas permis de convaincre suffisamment d'électeurs républicains modérés de rejoindre le camp démocrate. Politiquement, Donald Trump fait un retour rarissime avec cette élection, près de 4 ans après avoir quitté la Maison-Blanche en janvier 2021. Oui, effectivement, la précédente fois qu'un président élu et ensuite battu et puis parvient à rentrer à la Maison-Blanche, c'était dans les années 1880-1890, donc ça remonte à longtemps. C'était le président démocrate Grover Cleveland qui était parvenu à ça. Depuis lors, ça n'a jamais fonctionné. Un président qui est battu ne s'est jamais représenté devant le suffrage universel. Et Donald Trump, au matin du 6 novembre, revendique le vote populaire, c'est-à-dire d'avoir eu plus d'électeurs que Kamala Harris. Oui, alors ça, c'est la grosse différence par rapport au scrutin de 2016. En 2016, Hillary Clinton, au niveau national, était gagnante en voix et très nettement, elle avait 3 millions d'avance en termes de vote populaire. Là, à ce stade du dépouillement, Donald Trump est nettement en avance, 51,2% des voix contre 47,4% pour Kamala Harris, mais il nous manque encore des dizaines de millions de bulletins de vote à dépouiller. Par exemple, en Californie, il n'y a que 47% des bulletins qui ont été dépouillés et ils vont aller, ce qu'il reste à dépouiller, très nettement en faveur de Kamala Harris. Donc ça fait que l'écart va se resserrer. Peut-être que Kamala Harris a une petite chance de passer devant, mais quoi qu'il en soit, on ne sera pas effectivement dans une nette victoire, au moins en termes de voix des démocrates, comme ça avait été le cas pour Hillary Clinton en 2016. Mathieu Gallard, qu'est-ce qui a fait gagner Donald Trump ? L'économie, les questions de pouvoir d'achat des Américains surtout ? Ça a sans doute effectivement joué un rôle majeur. Les questions économiques, c'était les principales préoccupations des Américains pendant toute cette campagne. C'était des questions sur lesquelles Trump était perçu comme plus crédible que son adversaire parce qu'il bénéficiait à la fois de son image de businessman ambitieux qui avait réussi sa carrière et parce qu'il bénéficiait aussi du sentiment que sous son mandat entre 2017 et 2021, l'économie se portait bien, en tout cas jusqu'à la crise du Covid. Donc tout ça l'a vraiment aidé à bénéficier de cet enjeu et par effet de contraste, au contraire, de mettre en avant les faiblesses du bilan de Joe Biden, qui pourtant était globalement plutôt positif sur pas mal de dimensions, mais c'est vrai que la campagne de Trump visait justement à montrer que les choses n'allaient pas si bien en Amérique. Sur son programme international, Charles de Saint-Sauveur, vous l'avez rappelé, il a promis la fin de la guerre en Ukraine en à peine un jour. Ça a pu jouer sur l'élection, sur ce scrutin ? Alors les Américains ne votent pas pour l'international, c'est pas quelque chose qui compte là, vraiment clairement ça arrivait loin derrière les préoccupations économiques, l'immigration et toutes les affaires intérieures. Néanmoins, c'est la personnalité de Trump là, qui a sans doute attiré, c'est-à-dire qu'il a renvoyé l'image, à tort ou à raison, d'un homme fort. C'est ce qu'il a dit sur l'international, je vais faire la paix, je suis un homme de paix, je vais ramener la paix, sous-entendu y compris par la force, avec le bâton du gendarme, et en Ukraine, je ferai la paix en 24 heures. Peu importe à la limite s'il est cru ou pas, c'est l'image qui renvoie. L'événement qui a marqué cette campagne, c'est la tentative d'assassinat qu'il a subie le 13 juillet pendant un meeting en Pennsylvanie. Donald Trump a été touché par une balle à l'oreille. Quelques secondes après, il lève le poing en criant « Fight, combattez ». Mathieu Gallard, cet événement, il a forcément joué dans l'élection ?
Je suis pas certain, en fait. C'est une campagne dans laquelle il s'est passé énormément de choses. Il y a eu effectivement cette tentative d'assassinat. Quelques semaines avant, il y avait eu la condamnation en justice de Donald Trump. C'était là aussi historique. Il y a eu quand même le retrait de Joe Biden en faveur de Kamala Harris. Là aussi, c'est historique. Et pourtant, nous, tout ce qu'on a vu pendant la campagne, c'est à quel point le rapport de force entre les deux candidats ne bougeait absolument pas. Les choses étaient figées. Quoi qu'il pouvait se passer durant la campagne, franchement, les intentions de vote ne changeaient pas. Donc je ne suis pas certain qu'il y ait des événements particuliers qui aient joué un rôle. C'est davantage sans doute des tendances effectivement plus de fond sur des enjeux comme effectivement notamment l'enjeu économique. On a beaucoup décrit pendant cette campagne une Amérique divisée entre les partisans de Donald Trump, les républicains et les démocrates. Ces démocrates-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir aux États-Unis ? Effectivement, vous êtes dans une société très polarisée où la campagne, elle se fait à la peur, en fait. La campagne de Donald Trump, elle a quand même cherché à faire peur à son électorat en lui disant que finalement Kamala Harris c'était une communiste. Ça a été véritablement ce qui a été dit par Donald Trump pendant une partie de la campagne. Mais Kamala Harris, elle a tenté de mobiliser son électorat, certes en essayant de mettre en avant certaines dimensions de son projet pour le pays, mais quand même avant tout en cherchant à faire peur à ses électeurs vis-à-vis de ce qui pouvait arriver en cas de deuxième mandat de Donald Trump. Et c'est vrai que dans un pays qui sort de cette campagne pleine de tensions, le camp démocrate va être particulièrement effrayé, sans doute encore plus que ce qui s'était produit en 2016, parce que là on sait que Donald Trump arrive à la Maison-Blanche sans doute avec davantage d'expérience déjà, et aussi avec un corpus idéologique plus solide, donc peut-être que les risques sont plus forts. Donald Trump va connaître sa peine le 26 novembre dans l'affaire que vous évoquiez, l'affaire Stormy Daniels. Il a déjà été reconnu coupable au mois de mai. En résumé, avant la présidentielle qu'il a remportée en 2016, il avait acheté le silence d'une ancienne actrice X avec qui il avait eu une relation sexuelle, et l'argent qu'il lui avait donné aurait dû être intégré à ses comptes de campagne selon la justice. Donald Trump fait l'objet de 3 autres poursuites au pénal. Mathieu Gallard, les ennuis judiciaires de l'homme d'affaires, visiblement, ça n'a pas empêché une majorité d'Américains de voter pour lui. Oui, effectivement, on voit que l'électorat républicain n'a pas été troublé par ces affaires judiciaires, ce qui est assez logique finalement. Vous avez 3 grands groupes dans l'électorat républicain. Une partie de l'électorat qui est véritablement derrière Trump, qui est quasiment fanatisé, je pense qu'on peut le dire, qui adhère totalement à sa rhétorique, à son style politique, à ses idées. Donc ceux-là, de toute façon, n'auraient pas pu être troublés par ces décisions de justice. Puis vous avez 2 autres types d'électorats qui votent pour Trump de manière finalement tout à fait rationnelle. Les chrétiens évangéliques, très conservateurs sur les questions de société, qui certes apprécient pas Trump, enfin Trump ça n'est pas un parangon de vertu, mais néanmoins ils se disent que pendant son premier mandat, Trump a nommé des juges conservateurs à la Cour suprême, ce qui a permis de revenir sur la protection fédérale dont bénéficiait le droit à l'avortement. Donc finalement, le deal a été rempli. Ils ont revoté pour Donald Trump de manière tout à fait rationnelle. Et puis, 3e grand segment important, c'est cet électorat de républicains modérés qui, là encore, sont vraiment très très dérangés par le style de Trump, par les enjeux qu'il met en avant, mais qui, là encore, regarde ce qui s'est passé pendant son premier mandat. Il y a eu de grandes baisses d'impôts qui touchaient les classes moyennes supérieures, les classes aisées, les grandes entreprises. C'est exactement ce que souhaitent ces républicains modérés. Donc là encore, ils ont été votés, sans doute en se bouchant le nez, mais ils ont contribué à sa réélection. Qu'est-ce qui a manqué à Kamala Harris pour remporter cette élection ? À Kamala Harris, il a sans doute manqué en partie du temps. C'est vrai qu'elle est devenue candidate 107 jours avant l'élection. Et dans ce contexte, c'est quand même difficile à la fois de se faire connaître par les Américains, parce qu'elle était une vice-présidente assez mal identifiée, et puis de développer un programme, des idées, une vision pour le pays. Donc ça a sans doute été un de ses problèmes. Mais plus fondamentalement, les démocrates, depuis 2016, ils ont un problème, c'est qu'ils ne savent pas comment prendre Trump. On l'avait vu avec Hillary Clinton. Joe Biden, lui, il avait bénéficié d'un contexte favorable. On était au sortir de l'épidémie de Covid, ce qui avait vraiment masqué le bilan économique de Donald Trump, qui était plutôt bon. Sans le Covid, on peut imaginer que Trump aurait été assez facilement réélu. Donc on voit que à chaque fois, les démocrates vraiment achoppent sur la personnalité de Trump. Le seul motif de satisfaction pour les démocrates, c'est que constitutionnellement, c'est le dernier mandat de Donald Trump. Après, les républicains devront se choisir un autre candidat. Est-ce qu'il aura le talent politique, le charisme et puis le feeling de Donald Trump? C'est pas certain.
Merci Mathieu Gallard, directeur d'études à l'Institut Ipsos. Vous avez publié un livre sur la politique américaine en octobre, Les États-Unis au bord de la guerre civile. C'est aux éditions de l'Aube. Et merci à vous Charles de Saint-Sauveur, chef du service international du Parisien. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Grosis, Clémentine Spiller et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis n'oubliez pas non plus Crime Story, le second podcast du Parisien. Une affaire criminelle chaque samedi racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.